Marlowe Crane avait appris à se rendre invisible bien avant d'arriver au lycée Jean Jaurès. C'était une compétence qu'elle avait perfectionnée au fil d'années de pratiques minutieuses. L'art d'occuper l'espace sans le revendiquer, de se mouvoir dans les couloirs bondés comme l'eau qui se fraye un chemin entre les pierres. C'est sa mère qui lui avait enseigné cela, involontairement, non par des mots mais par l'exemple, durant ces années difficiles après la mort de son père. Parfois, la survie signifiait rester petite. Parfois, cela signifiait garder tout ce qui était dangereux en soi jusqu'à ce que le monde oublie que vous puissiez un jour représenter une menace. Le matin de septembre, où elle franchit pour la première fois l'entrée principale de Jean Jaurès, Marlowe compta ses pas depuis le parking jusqu'à son casier. 247. Elle comptait parce que compter la maintenait dans le présent. L'empêchait de retourner à la personne qu'elle avait été à Marseille avant que tout ne change. Le lycée sentait la cire à parquet, les vieux manuels scolaires et cette odeur de renfermé particulière au bâtiment qui avait instruit des générations d'élèves. Des casiers d'un gris institutionnel longeaient les murs, chacun marqué par des années d'autocollants et d'initiales gravées. Les néons au plafond bourdonnaient, plongeant tout dans cette platitude singulière qui donnait à chacun un air légèrement malade. À travers les fenêtres, au bout du couloir principal, elle pouvait voir le terrain de sport où le département d'athlétisme s'installait pour l'entraînement du soir. Elle garda la tête baissée les premiers jours, apprenant la géographie de Jean Jaurès comme elle avait autrefois appris la disposition du dojo où elle avait passé 5 ans à s'entraîner avant que sa mère ne lui fasse promettre d'arrêter. La cafétéria se trouvait du côté est du bâtiment, toujours trop bruyante, sentant toujours la viande mystère que le personnel de cuisine avait réchauffée en quantités industrielles. La bibliothèque occupait l'angle ouest, 3 étages plus haut, avec des fenêtres donnant sur la cour où les élèves se rassemblaient entre les cours. Le gymnase ancrait l'extrémité sud, relié au bâtiment principal par une passerelle couverte qui sentait perpétuellement le chlore de la piscine adjacente. Le laboratoire d'informatique, les salles d'art plastique, l'aile de musique. Marlowe cartographia tout cela avec la même attention méthodique qu'elle avait autrefois appliquée à l'étude de la posture d'un adversaire. Elle les remarqua le 3e jour. Il aurait été impossible de ne pas le faire. Elle se déplaçait dans les couloirs de Jean Jaurès comme des requins dans l'eau, avec cette confiance particulière qui vient de n'avoir jamais rencontré de résistance significative. La meneuse s'appelait Vanessa Keller, et elle était belle comme les armes sont belles, tout en arêtes vives et surfaces polies conçues pour couper. Grande, blonde, avec le genre d'ossature qui suggérait une ascendance scandinave, et le genre de garde-robe qui suggérait des parents considérant l'argent comme une solution à tous les problèmes. Elle portait sa position au sommet de la hiérarchie sociale de Jean Jaurès comme une armure, chaque geste calculé pour rappeler à tous les autres leur place dans l'ordre qu'elle avait établi. Ses lieutenantes la flanquaient comme des suivantes de la royauté. À sa gauche marchait Ambre Morin, plus petite mais également blonde, avec la carrure compacte d'une gymnaste et la précision d'une gymnaste dans tout ce qu'elle faisait. Son père possédait la moitié des concessions automobiles du département, un fait qu'elle mentionnait avec une fréquence impressionnante. À la droite de Vanessa se déplaçait Camille Jang, qui venait d'une académie privée coûteuse et portait encore l'attitude de quelqu'un qui avait connu mieux. Des cheveux sombres coupés en un carré sévère, des vêtements de marque de la tête aux pieds et un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Ensemble, elles formaient une unité qui régnait apparemment sur le paysage social de Jean Jaurès depuis la seconde, et elles ne montraient aucun signe de vouloir renoncer à ce pouvoir. La première rencontre directe de Marlowe avec elle eut lieu pendant le déjeuner du jeudi de cette première semaine. Elle avait trouvé une table dans un coin de la cafétéria, loin des zones centrales, où les diverses cliques établissaient leur territoire. Elle avait un livre ouvert devant elle, Méridien de sang de Cormac McCarthy, car elle avait toujours été attirée par l'obscurité qui au moins admettait ce qu'elle était, et un plateau de nourriture qu'elle ne mangeait pas vraiment.
Le bruit de la cafétéria déferlait sur elle par vagues. Conversation, rire, grincement de chaises, cliquetis de plateaux, la fréquence particulière des dynamiques sociales adolescentes se jouant en temps réel. Elle sentit leur approche avant de les voir. Cette vieille conscience que Maître Chen lui avait inculquée durant sa dernière année d'entraînement, la capacité de sentir les changements dans l'espace autour de soi, de lire l'énergie des corps qui s'approchent. Marlowe ne leva pas les yeux de son livre, même lorsque leurs ombres tombèrent sur sa table. « Tu es à la place de Taylor », dit Vanessa. Sa voix avait cette qualité particulière de quelqu'un qui n'avait jamais été véritablement défié, qui avait appris que déclarer les choses comme des faits les rendait vraies par la simple force de la certitude. Marlowe leva les yeux alors, lentement, croisant le regard de Vanessa pendant exactement 2 secondes avant de le détourner. Assez longtemps pour accuser réception de la déclaration, assez brièvement pour signaler la non-confrontation. « Je n'ai pas vu de nom », dit-elle doucement, rassemblant déjà ses affaires. Le livre glissa dans son sac à dos, le plateau se souleva en douceur tandis qu'elle se levait. « Maintenant, si », ajouta Ambre, et des rires fusèrent des tables environnantes. Les gens regardaient toujours quand Vanessa bougeait, la suivant comme on suivrait des systèmes météorologiques qui pourraient déterminer si votre journée serait agréable ou désastreuse. Marlowe se déplaça vers une autre table sans protester, trouvant une place près des fenêtres qui donnaient sur la cour. Son rythme cardiaque n'avait pas changé. Maître Chen aurait été fier. Il y a 4 ans, avant la mort de son père, avant l'incident qui avait poussé sa mère à la supplier d'arrêter l'entraînement, elle aurait réagi différemment. Il y a 4 ans, elle avait envoyé un homme adulte à l'hôpital après qu'il eut attrapé sa mère devant une épicerie. Il y a 4 ans, elle était une personne différente, quelqu'un qui avait obtenu une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien à 14 ans et s'entraînait au Muay Thai depuis 3 ans en plus de cela. Quelqu'un qui avait participé à des compétitions. Quelqu'un qui avait gagné. Mais c'était Marseille. C'était l'ancienne Marlowe. Cette Marlowe avait fait une promesse à sa mère, à sa grand-mère, à la mémoire de son père qui avait été le premier à l'amener au gymnase de Maître Chen quand elle avait 9 ans. Plus de bagarres, plus de violence. Un nouveau départ dans une nouvelle ville signifiait être une personne différente, signifiait laisser derrière elle la fille qui avait un jour brisé l'os orbital d'un homme d'un coup de coude quand il ne voulait pas lâcher le bras de sa mère. Alors elle mangea son déjeuner près de la fenêtre et regarda les feuilles commencer à jaunir sur les arbres de la cour et elle laissa l'incident passer comme l'eau sur les pierres. Mais ça ne s'arrêta pas là. Ça ne s'arrêtait jamais là. Le lundi suivant, Vanessa la bouscula dans le couloir entre la 2e et la 3e heure. Pas assez fort pour faire tomber Marlowe, mais assez fort pour envoyer ses livres s'éparpiller sur le sol, tandis que les élèves s'écoulaient autour d'eux comme une rivière autour de rochers. « Regarde où tu vas », dit Vanessa, et elle continua son chemin, ses compagnes riant, alors qu'elle disparaissait dans la foule. Marlowe s'agenouilla et ramassa ses livres, ses mouvements économiques et efficaces. Le pied de quelqu'un envoya accidentellement son manuel de calcul plus loin dans le couloir. Quelqu'un d'autre marcha sur son cahier. Elle récupéra tout sans commentaire, sans réaction visible, et arriva en 3e heure avec 2 minutes de retard. Le mercredi, elle découvrit que son casier avait été vandalisé. Rien de permanent. Quelqu'un avait utilisé un marqueur effaçable à sec pour écrire « Personne » en grandes lettres soignées sur la façade. Elle l'essuya avec la manche de sa veste et ne le signala pas. Signaler signifierait expliquer, attirer davantage l'attention, impliquer l'administration, ce qui pourrait mener à des questions sur son ancien lycée, sur Marseille, sur la raison exacte pour laquelle une famille déménagerait à l'autre bout du pays juste avant la dernière année d'une élève. Le schéma s'établit au cours de ces premières semaines avec la prévisibilité de la physique. Tous les quelques jours, une nouvelle petite humiliation. Des livres bousculés de ses mains en passant.
des commentaires chuchotés, juste assez forts pour qu'elle les entende en passant. Son plateau repas accidentellement secoué, de sorte que du lait se renversa sur sa nourriture. De petites choses, des choses niables. Des choses qui, individuellement, ne signifiaient rien, mais qui, collectivement, créaient une atmosphère de pression constante et usante. Marlowe absorba tout cela avec la même neutralité prudente. Elle avait appris cela aussi, des années auparavant, bien que pour des raisons différentes. Au dojo, Maître Chen leur avait appris à rester calme sous la pression, à ne jamais laisser un adversaire voir une émotion qu'il pourrait exploiter. Le combattant qui perd son sang-froid a déjà perdu le combat, avait-il dit dans son anglais soigné, démontrant comment un poignet saisi pouvait devenir une clé articulaire si l'on restait simplement détendu et bougeait au bon angle. Cet entraînement la servait maintenant, bien que d'une manière que Maître Chen n'avait probablement jamais prévue. Elle remarquait des choses, cependant. C'était une autre compétence de son entraînement, la conscience. La façon dont Ambre regardait toujours Vanessa avant de s'engager dans une action, cherchant l'approbation comme un chien vérifie avec son maître. La façon dont la cruauté de Camille avait un tranchant particulièrement aigu, comme si elle prouvait quelque chose. La façon dont les autres élèves observaient ces interactions avec des expressions allant de la sympathie au soulagement de ne pas être la cible, en passant par la satisfaction coupable que quelqu'un d'autre souffre. Les professeurs voyaient. C'était la chose qui dérangeait le plus Marlowe, Monsieur Henderson en calcul, qui avait rapidement détourné le regard quand Vanessa avait fait un commentaire sur les vêtements de friperie de Marlowe. Madame Patterson, en littérature, qui avait certainement entendu le commentaire chuchoté d'Ambre sur les cas sociaux, mais avait continué sa conférence sur Fitzgerald sans pause. Le conseiller d'orientation qui avait souri d'un air fade quand Marlowe avait mentionné, prudemment, vaguement, qu'elle avait un peu de mal à s'adapter à Jean Jaurès et lui avait suggéré d'essayer de se faire plus d'amis, de rejoindre des clubs. Il y avait un écosystème prudent d'aveuglement volontaire à Jean Jaurès, réalisa Marlowe. Les élèves qui harcelaient, les élèves qui regardaient, les élèves qui détournaient les yeux, et les adultes qui maintenaient un déni plausible. Chacun jouant son rôle dans un système qui persistait parce que le changer exigerait que quelqu'un prenne un risque, et le risque signifiait des conséquences potentielles. À la 3e semaine d'octobre, Marlowe s'était installée dans une sorte de routine sinistre. Elle arrivait tôt, avant la plupart des élèves, et allait directement à son casier. Elle passait les pauses déjeuner à la bibliothèque, où la bibliothécaire âgée, Madame Chen, aucun lien de parenté avec Maître Chen, mais la coïncidence avait fait sourire Marlowe, maintenait une atmosphère de silence forcé, que même Vanessa respectait. Elle partait immédiatement, après la dernière sonnerie, marchant les 8 pâtés de maison jusqu'au petit appartement qu'elle partageait avec sa mère, plutôt que d'attendre un bus qui signifierait une exposition supplémentaire aux dynamiques sociales de Jean Jaurès. Sa mère faisait des gardes doubles comme infirmière à l'hôpital central, essayant de reconstituer les économies qu'elles avaient dépensées pendant le déménagement et les mois difficiles qui l'avaient précédé. Elle rentrait épuisée, à peine assez consciente pour manger le dîner que Marlowe préparait avant de s'effondrer au lit. Elle ne posait pas de questions sur le lycée, et Marlowe n'offrait pas d'informations. Que dirait-elle? Qu'elle était harcelée. Sa mère voudrait s'impliquer, aggraverait les choses, demanderait pourquoi Marlowe ne se défendait pas, et alors Marlowe devrait expliquer à nouveau la promesse, Marseille, pourquoi elles étaient parties. Certains soirs, seul dans l'appartement, Marlowe se tenait dans sa petite chambre et exécutait les formes que Maître Chen lui avait enseignées. Lentement, prudemment, pour que les voisins n'entendent pas. Le kata de sa base en karaté. Le shadow boxing de son entraînement de Muay Thai. Les dégagements de hanches et les mouvements de crevette du jiu-jitsu brésilien, exécutés sur le sol de sa chambre avec la moquette offrant un rembourrage inadéquat. Elle ne considérait pas cela comme un entraînement.
Elle le considérait comme de l'entretien, comme garder la machinerie huilée, même si elle ne prévoyait plus jamais de l'utiliser. Son corps se souvenait de tout. Les milliers d'heures sur les tatamis, les centaines de rounds de sparring, les compétitions où elle avait combattu des filles et parfois des garçons qui pesaient 15 kilos de plus qu'elle. Ses mains savaient comment former des points corrects, les pouces à l'extérieur, le poignet droit, l'impact avec les 2 premières phalanges. Ses jambes savaient comment bloquer un coup de pied, comment délivrer un type qui arrêterait un adversaire en progression sans dommage. Ses hanches savaient comment générer de la puissance pour un direct du bras arrière, comment créer des cadres en position de garde, comment s'échapper d'une position montée. La connaissance était logée dans ses muscles et ses os comme une seconde langue qu'elle avait promis de ne plus jamais parler. La 4e semaine apporta un nouveau développement. Il s'appelait Adrien Leroy, et il était tout ce que Marlowe n'était pas. Grand, confiant, populaire sans être cruel, le genre de personne qui semblait sincèrement aimer les autres et s'attendait à ce qu'ils l'aiment en retour. Il jouait meneur dans l'équipe de basket, maintenait des notes décentes malgré ses engagements sportifs et avait ce charisme facile qui faisait sourire les professeurs quand il entrait dans leur classe. Il lui parla pour la première fois en cours de littérature en spécialité où ils avaient été placés côte à côte par le plan de classe alphabétique de Madame Patterson. La classe discutait de Beloved de Toni Morrison et Marlowe avait fait un commentaire sur la fonction de la mémoire comme préservation et traumatisme, sur la façon dont les personnages étaient hantés parce qu'ils ne pouvaient pas oublier. Après le cours, alors que les élèves sortaient, Adrien s'était attardé. C'était une très bonne remarque, avait-il dit, sur la mémoire comme une arme que quelqu'un utilise contre soi-même. Marlowe l'avait regardé avec méfiance, cherchant la moquerie ou une arrière-pensée, mais n'avait trouvé qu'un intérêt sincère. « Merci », avait-elle dit prudemment. « Tu es nouvelle, n'est-ce pas, cette année ?» Il s'était mis à marcher à ses côtés alors qu'ils entraient dans le couloir. « Je m'appelle Adrien, Marlowe, comme le détective, Philippe Marlowe. » Elle avait été surprise, la plupart des gens ne comprenaient pas la référence. Mon père était fan de vieux romans noirs. Était? La question avait été douce, pas indiscrète. Il est mort quand j'avais 14 ans. Elle ne partageait généralement pas cela, mais quelque chose dans l'ouverture d'Adrien rendait la réciprocité plus facile. Je suis désolé. Et il avait semblé sincère, ce qui était rare. La plupart des gens devenaient mal à l'aise avec la mort, changeaient rapidement de sujet, offraient des platitudes qui ne signifiaient rien. Adrien avait juste hoché la tête et laissé le moment s'installer. Ils avaient parlé davantage au cours des jours suivants, découvert qu'ils aimaient tous les deux les mêmes groupes de musique indépendante obscure, préféraient tous les deux les vieux livres aux nouveaux, avaient tous les deux des relations compliquées avec leur existence lycéenne choisie, la sienne parce que le basket exigeait une version de lui-même qui n'était pas tout à fait complète, la sienne parce qu'elle essayait d'être quelqu'un qu'elle n'avait jamais été. Il ne posait pas de questions intrusives, n'insistait pas quand elle devenait vague sur Marseille, semblait l'accepter telle qu'elle, ce qui était un cadeau si rare que Marlowe se mit à attendre avec impatience le cours de littérature d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Début novembre, ils avaient pris l'habitude de déjeuner ensemble. Pas à la cafétéria. Marlowe évitait toujours cet espace si possible, mais dans la cour quand le temps le permettait, ou dans une alcôve près de l'aile de musique quand il ne le permettait pas. Adrien apportait de la nourriture de la cafétéria et la partageait quand le déjeuner emballé de Marlowe semblait particulièrement maigre. Il parlait de livres, de musique, de ses aspirations à étudier la psychologie à l'université, de ses vagues projets de faire quelque chose avec l'écriture, bien qu'elle n'ait jamais montré son travail à personne. C'est au cours d'un de ces déjeuners, assis sur le muret qui bordait la cour, tandis que le vent de novembre dispersait les feuilles à leurs pieds,
qu'Adrien remarqua pour la première fois. Marlowe avait fait tomber son téléphone et sa main avait jailli avec une vitesse instinctive et impossible à cacher, le rattrapant avant qu'il ne touche le sol. Le mouvement avait été un pur réflexe, le genre de coordination œil-main qui vient de milliers d'heures d'entraînement. Adrien était resté silencieux, l'observant. C'était vraiment rapide, avait-il dit prudemment. Marlowe avait senti une glace dans sa poitrine. Juste un coup de chance. Non, je veux dire vraiment rapide, genre rapide comme si tu t'entraînais. Il avait souri alors, essayant d'alléger le moment. Tu es secrètement un ninja ou quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça, avait-elle dit, essayant d'en faire une blague. Mais les yeux d'Adrien montraient maintenant de la curiosité, une nouvelle conscience. Elle avait changé de sujet rapidement, et il l'avait laissé faire, mais quelque chose avait changé. Il faisait attention maintenant d'une manière différente. Le harcèlement avait continué pendant ces semaines, s'intensifiant parfois, lorsque Vanessa remarquait que Marlowe parlait avec Adrien. Il y avait une hiérarchie claire à Jean Jaurès, et Adrien occupait une position plusieurs strates au-dessus de celle de Marlowe. Son amitié avec elle était suffisamment anormale pour attirer l'attention, et l'attention de Vanessa n'était jamais positive. « Fais attention, Adri », avait dit Vanessa un jour, assez fort pour que la moitié du couloir l'entende. « Tu pourrais attraper ce qu'elle a. La loose, c'est contagieux. » Adrien avait répondu avec une fermeté surprenante. « Ça suffit, Vanessa. » Ou « protecteur. C'est mignon. » Elle avait souri à Marlowe alors, et c'était le sourire de quelqu'un qui venait d'identifier une nouvelle vulnérabilité à exploiter. Tu t'es trouvé un défenseur. Comme c'est adorable. Après cela, les choses s'envenimèrent. Ce n'était plus seulement Marlowe qu'elle visait, c'était l'amitié elle-même. Des commentaires sur pourquoi quelqu'un comme Adrien perdrait son temps avec quelqu'un comme Marlowe. Des spéculations pour savoir si c'était de la pitié ou quelque chose de plus pathétique. Des publications sur les réseaux sociaux que Marlowe ne voyait pas mais dont elle entendait parler, des photos d'eux en train de discuter avec des légendes moqueuses, des sondages pour savoir si Adrien avait perdu la tête. Adrien gérait cela avec une grâce que Marlowe enviait. « Ignore-les », avait-il dit. « Vanessa est juste en colère parce que son père n'est jamais à la maison. » et que sa mère s'intéresse plus au vin qu'à sa fille. Elle se défoule sur tout le monde. Comment sais-tu ça? Petit lycée, tout le monde finit par tout savoir. Ça n'excuse pas sa cruauté, mais ça l'explique. Il avait regardé Marlowe sérieusement alors. Tu n'as pas à la supporter, tu sais. Tu pourrais le dire à quelqu'un, l'administration, tes parents, quelqu'un. Ce n'est rien, avait dit Marlowe automatiquement. Je peux gérer. Je ne suis pas sûr que tu devrais avoir à le faire. Mais que pouvait-elle dire? Qu'elle pouvait le gérer parce qu'elle avait été entraînée à gérer bien pire. Qu'elle connaissait 17 façons différentes de faire taire Vanessa, dont la plupart enverraient l'autre fille à l'hôpital. Que chaque fois que Vanessa la poussait, ou qu'Ambre faisait tomber ses livres, ou que Camille faisait une remarque cinglante, Marlowe faisait des calculs sur les clés articulaires et les angles de frappe et la rapidité avec laquelle elle pourrait mettre fin à la situation si elle le choisissait. Elle ne dit rien de tout cela, sourit simplement et changea de sujet pour parler de la dissertation qu'il devait rendre en littérature. Le premier incident majeur eut lieu un vendredi de la mi-novembre. La cafétéria était particulièrement bondée car la pluie avait forcé tout le monde à l'intérieur pendant le déjeuner. Marlowe avait rompu sa routine habituelle parce qu'Adrien avait insisté pour qu'ils prennent à manger ensemble. Il avait un match à l'extérieur ce soir-là pour le basket et ne pourrait pas la retrouver à leur endroit habituel. Ils faisaient la queue ensemble, Adrien parlant du match, quand Vanessa se matérialisa derrière eux avec son entourage. « Tiens, le couple heureux », annonça-t-elle, « comme c'est adorable. » Tu les as vus se tenir la main dans le couloir, Ambre? Totalement vus, confirma Ambre, bien que Marlowe et Adrien n'aient rien fait de tel, tellement romantique. Vanessa, sérieusement, grandit, avait dit Adrien, la voix tendue par l'irritation.
Je me demande juste ce qu'il voit en elle, c'est tout. Je veux dire, regarde-la. Vanessa avait fait un geste englobant toute l'existence de Marlowe. Vêtements de friperie, pas d'amis, elle se promène comme si elle avait peur de son ombre. Cas social, c'est une chose, Adri, mais ça, c'est juste triste. Marlowe avait senti le serrement familier dans sa poitrine, la vieille colère qu'elle gardait enfermée au plus profond d'elle-même. Ses mains avaient voulu se crisper en poings, des poings corrects, du genre que Maître Chêne lui avait appris, mais elle les avait gardés lâches, sa respiration régulière. Ne pas réagir, ne rien leur donner à utiliser, ne pas rompre la promesse. Au moins, je n'ai pas besoin de rabaisser les autres pour me sentir bien dans ma peau, s'était entendu dire Marlowe. Les mots étaient sortis avant qu'elle ne puisse les arrêter, calmes mais clairs. La cafétéria était devenue nettement plus silencieuse. L'expression de Vanessa était passée de l'amusement moqueur à la colère véritable. « Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu !» Marlowe avait croisé son regard alors, le maintenant plus longtemps que ce qui était sage. Quelque chose en elle s'était brisé juste légèrement, une petite digue cédant sous des mois de pression. Oh, elle a du répondant après tout. Intéressant. Vanessa s'était approchée, envahissant l'espace personnel de Marlowe avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais été physiquement défié. Laisse-moi te dire quelque chose de très clair, cas social. Tu ne me parles pas comme ça. Tu ne me parles pas du tout. Tu restes à ta place, tu gardes la tête baissée, et peut-être qu'on te laissera finir l'année sans te rendre la vie complètement misérable. Compris? Marlowe avait voulu lui parler des places et du fait de rester baissé et de ce qui se passait quand on poussait quelqu'un qui avait passé des années à apprendre à riposter. Elle avait voulu lui parler de l'effet de levier et de la base, et de comment quelqu'un de la taille de Vanessa tomberait d'un osotogari correctement exécuté comme un bâtiment démoli. Elle avait voulu montrer plutôt que dire. Mais Adrien avait posé une main douce sur son épaule, et ce contact l'avait ramené à la réalité. « Ça n'en vaut pas la peine », avait-il murmuré. « Viens. » Ils avaient quitté la file de la cafétéria sans prendre de nourriture, Adrien la guidant vers la sortie, tandis que le rire de Vanessa les suivait. Dehors, dans la passerelle couverte qui menait au gymnase, Marlowe tremblait. Pas de peur, de l'effort de ne pas agir sur la douzaine de réponses que son entraînement lui avait offertes. « Ça va ?» avait demandé Adrien. « Ça va. C'était plutôt courageux là-bas, lui tenir tête. »« Vraiment ?» Marlowe avait regardé ses mains, qui tremblaient encore légèrement. « Ça me semble plutôt stupide. C'est juste une harceleuse. Que de la gueule, aucune substance. Tu le sais, n'est-ce pas? Si seulement il savait le peu de substance dont on avait besoin quand on savait ce qu'on faisait. Combien de dégâts pouvaient être infligés avec la bonne technique? À quelle vitesse une confrontation pouvait se terminer quand une personne avait un véritable entraînement et l'autre juste de la confiance et un fond de méchanceté. « Je sais », avait dit Marlowe, parce que c'était plus facile que d'expliquer. Mais cette nuit-là, seul dans son appartement, alors que sa mère faisait une autre garde double, Marlowe avait travaillé sur le sac de frappe qu'elle avait caché dans son placard. Elle avait soigneusement bandé ses mains, une habitude de ses années d'entraînement, et avait passé 1 heure à enchaîner des combinaisons. Jab direct, crochet direct. Type suivi d'un roundhouse arrière, esquive contre pivot. Chaque mouvement précis, contrôlé, exécuté avec l'excellence technique qui venait d'une mémoire musculaire si profonde qu'elle était pratiquement génétique. Elle avait pris une douche ensuite, les mains endolories malgré les bandes, et s'était tenue devant le miroir de sa salle de bain, se regardant, le même visage étroit, les mêmes yeux sombres, les mêmes cheveux noirs mi-longs qu'elle gardait simples parce qu'un coiffage élaboré donnait l'impression de faire de la publicité pour des choses qui pouvaient vous être enlevées. Elle ressemblait à une victime, réalisa-t-elle. Elle s'était entraînée à ressembler à une victime parce que paraître dangereuse soulèverait des questions.
attirerait le genre d'attention qui pourrait remonter jusqu'à Marseille et à l'incident qui avait fait pleurer sa mère pendant 3 jours d'affilée. Mais elle était fatiguée. Mon Dieu, elle était si fatiguée d'avoir peur. Pas peur de Vanessa. Vanessa n'était rien, pouvait être gérée en quelques secondes si Marlowe choisissait d'agir. Peur d'elle-même. Peur de ce qu'elle pourrait faire si elle arrêtait de se retenir. Peur de la déception de sa mère. Peur de rompre la promesse faite à la mémoire de son père. Je ne sais pas combien de temps je peux encore faire ça, avait-elle chuchoté à son reflet. Son reflet n'avait pas de réponse. Décembre arriva avec le genre de froid qui rendait les trajets verts et depuis le lycée misérable. Marlowe s'emmitouflait dans des couches de vêtements, reconnaissante pour toute excuse de se cacher derrière du tissu. Les vacances approchaient avec leur sorte de joie forcée. L'administration du lycée décorant les couloirs de flocons de neige en papier de construction et organisant un bal d'hiver auquel Marlowe n'avait aucune intention d'assister. Son amitié avec Adrien s'était approfondie malgré ou peut-être à cause de le harcèlement croissant auquel ils étaient tous deux confrontés. Ils avaient commencé à s'envoyer des SMS la nuit, de longues conversations sur tout et rien. Il lui parlait de la pression de son père pour obtenir une bourse de basket, de son rêve de jouer en première division universitaire, même s'il savait que ses compétences étaient bonnes mais pas exceptionnelles. Elle lui racontait des versions soigneusement éditées de son passé, de Marseille, de son père mort d'une crise cardiaque à 42 ans, du dojo où elle s'était entraînée, bien qu'elle ait omis l'étendue de son entraînement et les raisons pour lesquelles elle avait arrêté. « Ça te manque ?» avait-il demandé un soir par SMS. « Le truc des arts martiaux ?» Tous les jours, avait-elle tapé en retour, et c'était la chose la plus vraie qu'elle ait dite à quelqu'un depuis des mois. « Pourquoi as-tu arrêté ?» Elle avait fixé la question pendant un long moment avant de répondre. « J'ai fait une promesse à quelqu'un d'important. C'est noble, et aussi un peu triste. » Ouais. Il avait renvoyé un emoji cœur, ce qui l'avait fait sourire malgré tout. Adrien avait cette façon d'alléger les choses sans les diminuer, de reconnaître la difficulté tout en trouvant de la joie. Elle avait commencé à dépendre de cela, de lui, d'une manière qui l'effrayait, parce que la dépendance signifiait la vulnérabilité, et la vulnérabilité signifiait une douleur potentielle. L'incident majeur se produisit le 17 décembre, un vendredi après-midi, alors que le lycée se vidait pour les vacances d'hiver. Marlowe se dirigeait vers son casier après le dernier cours, pensant aux 2 semaines de paix relatives à venir. Quand elle entendit des cris près de l'entrée principale, elle reconnut immédiatement la voix d'Adrien, cette pointe de colère réelle tranchant avec son calme habituel. Le temps qu'elle atteigne la foule qui s'était formée, son cœur battait à tout rompre avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de la peur, mais pas tout à fait autre chose non plus. Adrien était face à Vanessa, pas menaçant, mais clairement furieux. « C'est complètement déplacé, » disait-il. « Tu n'avais aucun droit. »« J'ai tous les droits, » rétorqua Vanessa. « C'est mon lycée, pas le sien. Elle n'a rien à faire ici, et il fallait que quelqu'un le lui dise. » Marlowe se fraya un chemin à travers la foule, et vit. Son casier était grand ouvert, et quelqu'un, de toute évidence Vanessa ou ses amis, l'avait rempli de déchets. De vrais déchets. Des restes de la cafétéria, des serviettes en papier usagées, quelque chose qui aurait pu être du lait tourné. L'odeur était horrible. Mais pire que les déchets, il y avait les photos placardées à l'intérieur de la porte du casier. Des photos de Marlowe qui avaient clairement été prises à son insu. Marchant seule, déjeunant à la bibliothèque, assise seule dans la cour. Chaque photo avait été dégradée par des commentaires cruels écrits au marqueur. Paumé. Personne. Perte de place. Suicide-toi. Le dernier frappa Marlowe comme un coup physique. La cruauté désinvolte, la supposition que son existence valait si peu que la suggestion d'y mettre fin était raisonnable. « C'est du harcèlement », disait Adrien. « C'est du harcèlement de niveau illégal. Je vais le dire au proviseur. »« Fais donc », dit Vanessa.
et je leur dirai comment ta nouvelle petite amie me harcèle. Comment elle me suit partout, prend des photos de moi, comment je ne me sens pas en sécurité avec elle. On verra qui ils croiront, le cas social ou la fille dont le père finance la moitié des programmes de ce lycée. Tu es folle, dit platement Adrien. Je suis pragmatique. Il y a une différence. Vanessa se tourna alors vers Marlowe et son sourire était triomphant. Tu vois personne? C'est ta place. C'est là que tu appartiens. Dans les ordures, avec le reste des déchets. Le plus tôt tu l'accepteras, le plus facile tout cela deviendra. Marlowe sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Pas se briser, se fissurer comme la glace se fissure avant de se briser complètement. Elle regarda Vanessa, la regarda vraiment, et catalogua tout. La façon dont elle se tenait, le poids sur ses talons sans base, la façon dont elle tenait ses mains, lâches et non protégées, l'ouverture de sa posture, l'exposition de sa ligne centrale, comme il serait facile de s'avancer, de contrôler le cou, de donner un coup de genou au plexus solaire qui la ferait tomber sans causer de dommages permanents, comme il serait satisfaisant de voir cette expression confiante se transformer en choc, en douleur et en peur. « Marlowe » dit doucement Adrien, et elle réalisa qu'elle était restée absolument immobile. Son corps s'étant inconsciemment mis dans une position de garde qui ne semblerait rien à des yeux non entraînés, mais que Maître Chen aurait reconnu immédiatement. « Allons-y, on va signaler ça. Ils devront faire quelque chose. » Mais ils ne le feraient pas. Marlowe le savait avec une certitude absolue. Vanessa avait raison sur les dynamiques de pouvoir à Jean Jaurès. L'argent de son père achetait la protection, le bénéfice du doute, le genre d'immunité qui lui permettait de faire ce qu'elle voulait à qui elle voulait, tant qu'elle était intelligente à ce sujet. « Ouais », s'entendit-elle dire. « Allons-y. » Ils s'éloignèrent ensemble tandis que le rire de Vanessa résonnait derrière eux, tandis que d'autres élèves sortaient leur téléphone pour photographier le casier violet de Marlowe, tandis que la preuve de son humiliation était documentée et serait sans aucun doute diffusée sur les réseaux sociaux avant la fin de l'après-midi. Sur le parking du lycée, Adrien se tourna vers elle. « Tu vas vraiment bien ?»« Non, » dit Marlowe honnêtement, « mais ça ira. On peut se battre. Ma mère est avocate. Elle aiderait. Adri. » Marlowe posa une main sur son bras, sentant sa chaleur à travers sa veste. « J'apprécie. Vraiment. Mais certains combats ne valent pas la peine d'être menés de la manière dont tu penses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois régler certaines choses. Pendant les vacances. Et puis on verra. » Il la regarda avec inquiétude et autre chose, une lueur de compréhension peut-être, ou la reconnaissance qu'il y avait des choses sur elle qu'il ne connaissait pas entièrement. « D'accord. Mais Marlowe, tu n'es pas un déchet. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu n'es rien de ce qu'elle dit. Je sais. » Et elle le savait. Ça n'avait jamais été le problème. Le problème était ce qu'elle était, pas ce qu'elle n'était pas. Le problème était l'arme qu'elle avait soigneusement gardée au fourreau, et s'il était enfin temps de reconnaître que parfois les armes existaient pour une raison. Ils se dirent au revoir, se promirent de s'envoyer des SMS pendant les vacances. Marlowe marcha les 8 pâtés de maison jusqu'à chez elle dans le froid de décembre qui mordait la peau exposée, entra dans l'appartement vide, se tint dans sa chambre et regarda à nouveau son reflet. « Qu'est-ce que tu ferais ?» demanda-t-elle à la mémoire de son père. « Qu'est-ce que tu me dirais ?» Mais son père n'était pas là pour répondre, et sa mère était au travail pour encore 6 heures, et Marlowe était seul avec un choix qui semblait à la fois impossible et inévitable. Elle sortit le sac de frappe de son placard, banda ses mains correctement, comme son premier instructeur le lui avait appris quand elle avait 9 ans. Passa 2 heures à travailler, non plus à entretenir, mais à s'entraîner. Vraiment s'entraîner, pousser son cardio, répéter des techniques, passer en revue des scénarios.
Son corps s'était souvenu de tout, avait répondu avec une efficacité qui venait d'une mémoire musculaire si ancrée qu'elle aurait aussi bien pu être un instinct. Et quand elle eut fini, quand elle eut pris sa douche, préparé le dîner et s'assit seule dans l'appartement silencieux, Marlowe prit une décision. Pas sur la vengeance. La vengeance était grossière, insatisfaisante, l'outil des gens qui ne comprenaient pas que le vrai pouvoir venait du contrôle plutôt que du chaos, mais sur la dignité, sur les limites, sur la différence entre éviter le conflit et être une victime. La promesse qu'elle avait faite à sa mère, à sa grand-mère, à la mémoire de son père, cette promesse avait été de ne pas être violente, de ne pas être quelqu'un qui blessait les gens. Mais il y avait une différence, réalisa-t-elle, entre être violent et être capable de violence, entre blesser les gens et être capable de se protéger, entre être une victime et simplement choisir la paix jusqu'à ce que la paix ne soit plus possible. Elle passa les vacances d'hiver à s'entraîner correctement pour la première fois en 2 ans. Sa mère faisait des heures supplémentaires pour les fêtes, à peine à la maison, et Marlowe utilisa ce temps, courant tôt le matin malgré le froid, reconstruisant le cardio qu'elle avait perdu, travaillant sur le sac de frappe chaque soir, retrouvant le conditionnement de ses tibias et de ses poings, répétant des techniques sur le sol de sa chambre, passant en revue les mouvements fondamentaux du jiu-jitsu brésilien qui avaient autrefois été aussi naturels que de respirer, faisant du shadow boxing, pratiquant les combinaisons de Muay Thai qui l'avaient autrefois rendue dangereuse. Mais plus qu'un entraînement physique, elle planifiait, réfléchissant à des scénarios, se souvenant des leçons de Maître Chen sur plus que la simple technique. Le combat est gagné avant même d'avoir commencé, disait-il toujours. Par la préparation, par la conscience, par la compréhension de votre adversaire, mieux qu'il ne se comprend lui-même. Vanessa était puissante à Jean Jaurès à cause des dynamiques sociales, de l'argent, de l'écosystème qui la favorisait. Mais si on lui retirait ses avantages, si on créait les bonnes circonstances, qu'était-elle ? Juste une autre personne non entraînée qui n'avait jamais fait face à une véritable résistance, qui n'avait jamais appris que la confiance sans compétence n'était que de l'arrogance attendant d'être corrigée. Marlowe y avait réfléchi attentivement. Revenir au lycée avec une transformation spectaculaire serait contre-productif, soulèverait des questions, alerterait Vanessa que quelque chose avait changé. Mieux valait continuer comme elle l'avait fait, maintenir l'apparence de la victime silencieuse, tout en se préparant à l'escalade inévitable, parce que Vanessa allait escalader. C'était la nature du harcèlement, quand la victime ne se soumettait pas correctement. Ça escaladait toujours, jusqu'à ce que soit la victime se brise complètement, soit le harceleur trouve une nouvelle cible. Seulement cette fois, quand Vanessa escaladerait, elle allait rencontrer quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Pas de la violence. Marlowe n'avait aucune intention de commencer une bagarre, mais la certitude absolue qu'elle pouvait en finir une. La présence qui venait du fait de savoir, au-delà de tout doute, que vous n'étiez pas le maillon faible de la chaîne. Et si Vanessa poussait assez loin, si elle créait une situation où Marlowe avait une raison justifiable de se défendre, eh bien... Alors Marlowe l'éduquerait sur la différence entre l'apparence de la faiblesse et la faiblesse réelle. Lui apprendrait doucement, car Marlowe n'était pas cruel, à quoi ressemblait la vraie force. Elle avait échangé des SMS avec Adrien tout au long des vacances. Il avait envoyé des photos des célébrations de Noël de sa famille, de matchs de basket improvisés avec des amis, du dîner où son père s'était apparemment saoulé et avait raconté des histoires embarrassantes sur l'enfance d'Adrien. Elle avait renvoyé des réponses soigneusement choisies, maintenant le lien tout en le protégeant du poids total de ce qu'elle planifiait. « Tu sembles différente », avait-il texté un soir entre Noël et le Nouvel An. « Comment ça ?» Je ne peux pas l'expliquer, juste un sentiment, comme si tu étais plus... je ne sais pas. Présente. C'est bizarre. Pas bizarre, avait-elle tapé. Peut-être que je suis juste fatiguée d'être invisible.
Tu n'as jamais été invisible pour moi. Le message lui avait fait mal à la poitrine, avec quelque chose qui aurait pu être de l'affection, ou de la gratitude, ou la peur de perdre d'une manière ou d'une autre, ce lien avec quelqu'un qui lui avait montré une gentillesse simple quand elle en avait le plus besoin. Merci, Adri. Ça signifie plus que tu ne le penses. On se voit en janvier? On se voit en janvier. Les cours reprirent le 6 janvier. Un lundi qui arriva avec de la neige fraîche et cette angoisse particulière qui accompagnait le retour dans un endroit devenu territoire hostile. Marlowe franchit les portes de Jean Jaurès ce matin-là, la tête haute, au lieu de la garder baissée. Pas de différence spectaculaire, elle ne faisait pas la publicité du changement, mais assez pour qu'elle le sente dans sa posture, dans la rectitude de sa colonne vertébrale, dans la façon dont elle croisait le regard des gens au lieu de les éviter. Elle se sentait différente. L'entraînement avait fait plus que restaurer ses capacités physiques. Il avait restauré quelque chose de psychologique qu'elle avait perdu en se faisant petite. La confiance qui vient de la compétence, le calme qui vient du fait de savoir que l'on peut gérer tout ce qui se présente. Adrien l'avait remarqué immédiatement. Il l'avait trouvé à son casier ce matin-là, et son salut avait été suivi d'un prudent « Ça va? Tu sembles différente. »« Je vais bien, » avait dit Marlowe, et elle le pensait. Vraiment bien, en fait. « Les vacances d'hiver t'ont fait du bien ?» Quelque chose comme ça. Elle lui avait souri, et son expression avait changé. Du plaisir mêlé à quelque chose qui ressemblait à de l'attirance. Et c'était nouveau, c'était quelque chose à considérer plus tard quand elle aurait le temps de traiter ce que cela pourrait signifier. La première confrontation avec Vanessa eut lieu pendant le déjeuner. Marlowe était assise dans la cour avec Adrien. Ils étaient retournés à leur endroit habituel malgré le froid de janvier, quand Vanessa et ses amis s'étaient matérialisés. Même schéma, même jeu de pouvoir, sauf que cette fois, quand Vanessa avait fait un commentaire sur le couple heureux et suggéré qu'Adrien se rabaissait, Marlowe avait répondu « C'est épuisant ?» avait-elle demandé, sa voix conversationnelle. Vanessa avait cligné des yeux. « Qu'est-ce qui est épuisant ? D'être si malheureuse que tu doives rendre tout le monde malheureux aussi. Ça doit demander beaucoup d'énergie. » La cour était devenue silencieuse. Adrien avait fait un petit bruit qui aurait pu être de l'inquiétude. L'expression de Vanessa était passée de la surprise à la colère. « Tu veux répéter ça ? Je pense que tu m'as entendu. » Marlowe avait soutenu son regard fermement, ne détournant plus les yeux après 2 secondes. Juste maintenant le regard, calme, présente et absolument pas intimidée. Vanessa s'était approchée, s'attendant probablement à ce que Marlowe recule. Elle ne l'avait pas fait, était juste restée là, le poids réparti uniformément, les mains lâches le long du corps, la respiration régulière. Pas agressive, juste solidement, immuablement là. « Tu fais une erreur », avait dit Vanessa doucement. « Une grosse erreur. » Peut-être. Mais au moins, je n'aurais pas à vivre en étant le genre de personne qui a besoin de blesser les autres pour se sentir puissante. C'est déjà ça. La main de Vanessa avait tressailli, et un instant, Marlowe avait pensé qu'elle pourrait vraiment lui donner un coup de poing. Une partie d'elle, une partie dont elle n'était pas fière, l'avait espéré. Mais Vanessa s'était retenue, avait juste souri de ce sourire froid et dit « Ce n'est pas fini. » Je ne pensais pas que ça l'était. Après leur départ, Adrien s'était tourné vers elle avec une expression mêlée d'inquiétude et d'étonnement. C'était quoi, ça? C'était moi qui en avais marre de reculer. Marlowe, elles vont te tomber dessus encore plus fort maintenant. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Elle l'avait regardé sérieusement alors. Adri, je dois te dire quelque chose. Je ne suis pas celle que tu penses. Pas complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un entraînement, un vrai entraînement, en arts martiaux. J'ai arrêté à cause de certaines choses qui se sont passées à Marseille, mais je n'ai jamais oublié.
Et je suis fatigué de faire semblant d'être sans défense alors que je ne le suis pas. Adrien avait traité cela pendant un long moment. De quel niveau d'entraînement on parle? Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, 3 ans de muay thai, un peu de boxe, un peu de lutte. J'ai fait des compétitions, j'ai gagné. Elle avait observé son visage attentivement. C'est mon père qui m'y a mise quand j'étais petite. Après sa mort, je me suis en quelque sorte jetée dedans encore plus fort. Je suis devenue très bonne, trop bonne peut-être. J'ai blessé quelqu'un qui le méritait, mais je l'ai quand même blessé assez gravement pour que ça me fasse peur. Ça a fait peur à ma mère. On a déménagé ici pour fuir ça et j'ai promis de ne plus me battre. Mais maintenant, je pense qu'il y a une différence entre se battre et se défendre. Et j'en ai fini d'être une victime. Adrien avait souri alors, et c'était sincère. Honnêtement, c'est plutôt génial, mais aussi terrifiant. Vanessa n'a aucune idée de ce à quoi elle a affaire. C'est là-dessus que je compte. L'escalade était venue exactement comme Marlowe l'avait prédit. Vanessa ne pouvait pas laisser la confrontation de la cour sans réponse. Toute sa position sociale était construite sur le fait d'être incontestable. Elle avait donc prévu quelque chose de plus grand, de plus public, quelque chose conçu pour détruire complètement la dignité de Marlowe et renforcer qui détenait le pouvoir à Jean Jaurès. Cela s'était produit le vendredi 24 janvier. Marlowe était dans le couloir entre les cours quand Vanessa et ses amis l'avaient coincé près des toilettes. Il y avait des élèves partout. C'était l'intercours, les couloirs bondés, tout le monde se déplaçant entre les salles. « Tenez-la !» avait dit Vanessa, et avant que Marlowe ne puisse réagir, Ambre et Camille lui avaient saisi les bras. Elle l'avait plaqué contre le mur, et le premier instinct de Marlowe avait été de répondre avec la technique, briser les prises, contrôler leur équilibre, les mettre au sol. Elle s'était retenue, curieuse maintenant, voulant voir jusqu'où Vanessa irait réellement. Vanessa avait sorti des ciseaux de son sac. Des ciseaux d'école ordinaires, mais l'intention était immédiatement claire. « Tu te crois spécial maintenant ?» avait dit Vanessa doucement, juste pour Marlowe. « Tu penses que parce que tu m'as tenu tête une fois, quelque chose a changé? Laisse-moi te montrer ce qui arrive aux gens qui oublient leur place. » Et puis, tandis que d'autres élèves regardaient et que Marlowe était immobilisé entre Ambre et Camille, Vanessa avait saisi une poignée de cheveux de Marlowe et avait coupé. Les ciseaux étaient émoussés, la coupe déchiquetée, et Marlowe avait senti des mèches de cheveux tomber, avait ressenti la violation de cet acte plus que n'importe quel coup de poing n'aurait pu le faire. Vanessa avait travaillé rapidement, coupant des sections importantes avant que Marlowe n'ait traité ce qui se passait. Le temps que les professeurs arrivent, quelqu'un avait dû aller chercher de l'aide, les cheveux de Marlowe avaient été massacrés. Des mèches manquaient des deux côtés, l'arrière coupé de manière inégale. Ce qui avait été mi-long était maintenant détruit en quelque chose qui donnait l'impression qu'elle s'était battue avec une tondeuse à gazon. Les professeurs avaient éloigné Vanessa, avaient séparé toutes les personnes impliquées, les avaient toutes précipitées au bureau du proviseur. Après coup, assise dans le bureau du proviseur adjoint avec sa mère appelée du travail et le père de Vanessa convoqué d'où que les hommes riches aillent pendant les heures de bureau, Marlowe avait touché ses cheveux détruits et avait senti quelque chose s'installer avec une clarté absolue. Il ne s'agissait plus d'apprendre une leçon à Vanessa. Il ne s'agissait plus de se défendre ou de se libérer du statut de victime. Il s'agissait de démontrer, publiquement, indéniablement, que les actions avaient des conséquences, que l'on ne pouvait pousser quelqu'un que jusqu'à un certain point avant qu'il ne vous rappelle qu'il était une personne, pas une cible. La réunion dans le bureau du proviseur adjoint avait été une leçon de maître sur la cruauté désinvolte du pouvoir institutionnel. Le père de Vanessa, M. Keller, était arrivé dans un costume cher et une expression d'agacement à peine dissimulée que son temps soit perdu. Il avait écouté le récit des événements du proviseur adjoint avec une impatience évidente.
avait jeté un coup d'œil aux cheveux détruits de Marlowe avec quelque chose qui aurait pu être du dédain, et avait dit « Cela ressemble à une histoire d'adolescente qui a pris des proportions démesurées. Votre fille a agressé une autre élève, avait dit la mère de Marlowe. Elle était encore dans sa blouse de l'hôpital, épuisée par une garde de nuit, mais sa voix était ferme. Elle a physiquement immobilisé ma fille et lui a coupé les cheveux sans son consentement. C'est une agression. C'est une blague, avait corrigé M. Keller. Peut-être de mauvais goût, mais à peine une agression. Les filles de cet âge se font toujours des choses à leurs cheveux. Le proviseur adjoint, un homme à l'air fatigué nommé M. Hammond, qui voulait clairement être n'importe où sauf dans cette réunion, avait tenté la diplomatie. Monsieur Keller, plusieurs élèves ont été témoins de l'incident. Votre fille devra faire face à des conséquences. Elle a déjà manqué 2 heures de cours assise dans ce bureau. Je dirais que c'est une conséquence suffisante. Monsieur Keller avait sorti son téléphone, vérifié quelque chose, levé les yeux. Maintenant, s'il n'y a rien d'autre, j'ai du vrai travail à faire. Vanessa, allons-y. Et c'était tout. Vanessa avait reçu un avertissement verbal, une note dans son dossier qui ne signifierait rien, et la suggestion d'être plus attentive aux limites des autres élèves. Pas d'exclusion, pas de vraie punition. Juste un autre rappel qu'au lycée Jean Jaurès, comme dans la plupart des endroits, l'argent achetait des règles différentes. Marlowe était restée assise dans ce bureau et avait regardé la scène se dérouler, avait senti la main de sa mère se serrer sur son épaule, avait traité le rejet désinvolte de ce qui lui avait été fait, et elle avait pris une décision. Sur le chemin du retour, sa mère était silencieusement furieuse. « On peut te faire changer de lycée, avait-elle dit. Trouver une autre école. Cet endroit est toxique. »« Non, avait dit Marlowe, je ne vais pas m'enfuir à nouveau. »« Alors quoi ? Parce que clairement, l'administration ne va pas te protéger. Je me protégerai moi-même. » Sa mère s'était garée sur le parking de leur immeuble et s'était tournée pour regarder Marlowe, la regarder vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis fatigué des promesses qui avaient un sens il y a 2 ans, mais qui n'en ont plus maintenant. Ça veut dire que cet homme à Marseille t'a attrapé, et je l'ai arrêté, et c'était la bonne chose à faire même si ça nous a fait peur à toutes les deux. Ça veut dire que parfois, il faut se défendre, même si se défendre signifie montrer aux gens les parties de soi que l'on a cachées. Marlowe. Je ne vais blesser personne, maman. Je le promets. Mais je ne vais pas non plus continuer à être blessé. Il y a une différence, et j'ai besoin que tu me fasses confiance pour la connaître. Elles étaient restées assises dans la voiture un long moment, le moteur crépitant en refroidissant, l'après-midi de janvier gris et froid autour d'elle. Finalement, sa mère avait hoché la tête. Ton père aurait dit la même chose. Je sais. Sois prudente, s'il te plaît. Je le serai. Ce soir-là, Marlowe avait appelé Adrien, lui avait expliqué ce qui s'était passé, écoutant ses jurons choqués et ses expressions d'indignation. « C'est de la folie », avait-il dit. « Elle ne peut pas s'en tirer comme ça. »« Elle le peut, elle l'a fait. Le système protège les gens comme elle. »« Alors qu'est-ce que tu vas faire ? » ?»« Je vais retourner au lycée lundi, et je vais montrer à Vanessa qu'il y a des conséquences dont le système ne peut pas la protéger. C'est-à-dire que si elle veut continuer à me pousser, elle va découvrir exactement qui elle a poussé. Marlowe, tu me fais un peu peur. Bien. Peut-être que tu peux aider Vanessa à comprendre qu'elle devrait avoir peur aussi. Tu me demandes de la prévenir? Je te demande de t'assurer que tout le monde sache. J'en ai fini d'être silencieuse. J'en ai fini de reculer. Et si Vanessa s'en prend à nouveau à moi, elle aura une réponse à laquelle elle n'est pas préparée. Adrien était resté silencieux un moment. Puis, pour ce que ça vaut, je te soutiens, quoi qu'il arrive. Ça signifie tout, Adri, vraiment. Ce week-end-là, Marlowe était allé chez un coiffeur et avait fait arranger ses cheveux massacrés autant que possible.
La coiffeuse, une femme avec d'impressionnantes mèches violettes et des yeux compatissants, avait écouté l'histoire et avait fait ce qu'elle pouvait. Le résultat était beaucoup plus court que les cheveux de Marlowe ne l'avaient été, coupés dans un style net et efficace, qui semblait en fait intentionnel plutôt que vandalisé. Quand Marlowe s'était regardée dans le miroir du salon, elle avait à peine reconnu son reflet. Les cheveux plus courts rendaient son visage différent, plus fort en quelque sorte, plus anguleux, moins comme quelqu'un à ignorer. « Tu as l'air féroce », avait dit la coiffeuse. « La personne qui t'a fait ça devrait s'inquiéter. »« Elle le sera », avait promis Marlowe. Lundi matin, elle était entrée dans Jean Jaurès la tête haute et sa nouvelle coupe de cheveux la marquant comme un drapeau. Les élèves l'avaient dévisagée. Les conversations s'étaient arrêtées. Les gens avaient sorti leur téléphone pour photographier la preuve de ce qui lui avait été fait, ou peut-être pour capturer sa réaction. Vanessa et ses amis attendaient près de l'entrée principale, s'attendant clairement à ce que Marlowe arrive embarrassé, humilié, peut-être caché sous un chapeau. Au lieu de cela, Marlowe était passé droit devant elle vers son casier sans ralentir. « Jolie coupe, cas social », avait crié Vanessa derrière elle. « Ça te va vraiment bien. On dirait le garçon que tu es probablement à l'intérieur. » Marlowe s'était arrêté, s'était retourné lentement, avait croisé les yeux de Vanessa avec un calme absolu. « Merci », avait-elle dit clairement. « En fait, j'aime bien. C'est plus léger, plus facile à entretenir. Il s'avère que tu m'as rendu service. » Le couloir était devenu silencieux. L'expression de Vanessa avait vacillé. Ce n'était pas la réponse à laquelle elle s'attendait. « Tu sais ce qui est plus léger aussi ?» avait continué Marlowe, sa voix portant dans le silence soudain. « De ne plus me soucier de ce que tu penses. De ne plus m'inquiéter de rester silencieuse ou invisible ou de tout ce que je pensais qui rendrait les choses plus faciles. Tu voulais que j'aie peur. Au lieu de ça, tu m'as libéré de me foutre de ton opinion. Alors encore une fois, merci. » Elle s'était éloignée alors, laissant Vanessa debout avec ses amis, tandis que d'autres élèves chuchotaient et la regardaient. La dynamique avait changé d'une manière fondamentale, et tout le monde pouvait le sentir. Cette journée passa sans incident majeur, mais la tension était palpable. Marlowe se déplaçait dans ses cours avec une présence qu'elle n'avait pas eue auparavant. Quelque chose dans son langage corporel qui était perçu différemment par les gens qui faisaient attention. Adrien le remarqua. « Tu sembles tendue », avait-il dit au déjeuner, « comme si tu étais prête à quelque chose. »« Je le suis. Et si elle ne fait rien, et si elle recule maintenant? Elle ne le fera pas, elle ne peut pas. Elle a construit toute son identité ici sur le fait d'être incontestable. Si elle me laisse m'en tirer, chaque personne qu'elle a harcelée réalisera qu'elle n'est qu'une personne ordinaire qui s'en est sortie parce que personne ne l'a arrêtée. Et tu vas l'arrêter? Si elle m'en donne une raison, oui. Ça semble plus grand que du simple harcèlement maintenant. Ça l'est. Il s'agit de prouver qu'il y a des conséquences pour les choses que l'on fait aux gens, que l'on ne peut pas simplement blesser quelqu'un et s'en aller parce que son père a de l'argent, que le pouvoir ne consiste pas à intimider les gens. Il s'agit de ce dont on est réellement capable quand on est poussé à bout. Adrien l'avait regardé sérieusement. « J'espère vraiment que tu sais ce que tu fais. Je me suis entraîné pour ça toute ma vie. Je ne savais juste pas pourquoi je m'entraînais. » La confrontation pour laquelle Marlowe s'était préparée eut lieu le mercredi après les cours. Elle était sur le parking, se dirigeant vers la rue, quand elle entendit les voix derrière elle. Vanessa et tout son groupe, pas seulement Ambre et Camille, mais plusieurs autres qui avaient apparemment été recrutés pour ce que Vanessa avait prévu. « Attends un peu, cas social », avait appelé Vanessa. « On n'a pas fini de parler. » Marlowe s'était retournée lentement, évaluant la situation. 8 d'entre elles l'entourant dans un cercle lâche. Elles étaient sur le parking mais pas visibles de l'entrée du lycée,
Quiconque était resté à l'intérieur ne verrait pas ce qui se passait ici. Quelques autres élèves étaient là, mais ils gardaient leur distance, ne voulant pas s'impliquer, mais morbidement curieux de ce qui allait se passer. Parfait, en fait. C'était exactement ce dont Marlowe avait besoin. Une situation claire, où elle était en infériorité numérique, où se défendre serait évidemment justifié, où tout ce qui se passerait serait vu et documenté. « Qu'est-ce que tu veux, Vanessa ?» demanda calmement Marlowe. « Des excuses seraient bien. Pour ta petite performance dans le couloir lundi, pour avoir pensé que tu pouvais me répondre comme si nous étions égales. Nous sommes égales. Non, non. Nous ne le sommes vraiment pas. » Vanessa s'était approchée et ses amis avaient resserré le cercle. « Tu vois, j'ai été patiente avec toi. J'ai essayé de t'aider à comprendre ta place ici. Mais tu n'as pas l'air de comprendre. Alors peut-être qu'il est temps pour une leçon plus directe. Fais attention, » avait dit Marlowe doucement. « Tu es sur le point de faire une erreur que tu ne pourras pas rattraper. »« Oh, j'ai peur, » se moqua Vanessa. « Qu'est-ce que tu vas faire, cas social? Nous combattre toutes? S'il le faut. » Cela avait provoqué des rires parmi les amis de Vanessa. L'idée leur semblait absurde, cette fille silencieuse, autrefois passive, combattant 8 d'entre elles. Quelqu'un sortit un téléphone pour enregistrer, s'attendant probablement à capturer l'humiliation continue de Marlowe. « Dernière chance, » avait dit Vanessa. « Excuse-toi. Sincèrement, mets-toi à genoux et admets que tu n'es rien, et peut-être qu'on te laissera partir avec juste quelques bleus. » Marlowe sentit le vieux calme s'installer en elle, l'état que Maître Chen appelait mouchine, l'esprit vide. Pas de peur, pas de colère, aucune émotion. Juste une conscience parfaite de la situation, des corps autour d'elle, de l'espace, du timing et des angles qui compteraient dans les prochaines secondes. « Non », dit-elle simplement. Vanessa se jeta la première, attrapant la veste de Marlowe, ayant probablement l'intention de la pousser au sol. C'était amateur, télégraphié, lent comme du miel pour quelqu'un qui avait passé des années à s'entraîner avec des gens qui savaient vraiment se battre. Marlowe s'était décalé, juste un petit transfert de poids, une rotation des hanches, et l'élan de Vanessa l'avait emporté. Marlowe lui avait attrapé le poignet au passage, pas fort, juste assez pour guider et rediriger, et Vanessa avait trébuché en avant, déséquilibrée. Le cercle était devenu silencieux. Ça n'avait pas l'air d'un coup de chance. Ambre essaya ensuite, venant de derrière, essayant d'attraper Marlowe dans une prise. Marlowe avait senti l'approche, vision périphérique plus cette vieille conscience, et avait esquivé en se baissant sous les bras tendus, avait pivoté, créé de la distance. Les mains d'Ambre s'étaient refermées sur du vide, tandis que Marlowe s'était déplacé à l'extérieur du cercle, refusant de rester encerclé. « C'est quoi ce bordel ?» dit Camille, et il y avait de l'incertitude dans sa voix maintenant. « J'ai essayé de vous prévenir, » dit calmement Marlowe. « Je ne veux pas me battre, mais je peux. S'il vous plaît, partez. » Mais la fierté de Vanessa ne le permettrait pas. Pas maintenant, pas devant tout le monde, pas avec les téléphones qui enregistraient. « Prenez-la » gronda-t-elle, et 3 d'entre elles se précipitèrent sur Marlowe en même temps. Ce qui suivit fut pur instinct, pure mémoire musculaire, le résultat de milliers d'heures d'entraînement que le corps de Marlowe n'avait jamais oublié. La première fille, quelqu'un que Marlowe ne connaissait même pas, avait tendu la main vers elle, et Marlowe avait exécuté un osotogari de Manuel, le grand fauchage extérieur du judo. Elle s'était avancée, avait contrôlé le col et la manche, avait utilisé l'élan de la fille pour balayer sa jambe d'appui, et l'avait guidée jusqu'à l'asphalte. Pas assez fort pour la blesser, mais assez fermement pour la mettre hors de combat. La deuxième attaquante avait saisi le bras de Marlowe, et Marlowe avait immédiatement appliqué une clé de poignet, contrôlant l'articulation avec une pression précise qui fit crier la fille et la lâcher. Une légère poussée, et elle avait reculé en titubant, n'ayant plus envie de continuer. La troisième avait réellement essayé de frapper, ce qui était presque rafraîchissant. Au moins, c'était une attaque honnête.
Marlowe avait esquivé le coup avec un mouvement minimal, une défense de boxe classique, et avait contré avec un type au plexus, pas fort, juste assez de pousser pour créer de la distance et faire plier la fille en deux. Le coup de pied avait été parfait, son tibia se connectant avec le plexus solaire d'une manière qui vidait les poumons sans causer de dommages. En moins de 10 secondes, 3 des amis de Vanessa étaient au sol ou reculaient, et Marlowe avait à peine bougé. Elle était restée calme, contrôlée, efficace, chaque technique précisément ce qui était nécessaire et rien de plus. Le parking était devenu absolument silencieux, à l'exception des bruits des filles à terre reprenant leur souffle. Tout le monde regardait. Les téléphones enregistraient définitivement maintenant, capturant tout. « Quelqu'un d'autre » demanda doucement Marlowe. Personne ne bougea. Les filles restantes se tournèrent vers Vanessa, mais Vanessa semblait incertaine pour la première fois depuis que Marlowe l'avait rencontrée. Elle traitait ce qu'elle venait de voir, essayant de réconcilier la victime silencieuse qu'elle avait tourmentée avec la personne qui venait de neutraliser 3 attaquantes avec une précision chirurgicale. « Tu ne peux pas » commença Vanessa. « Je peux. J'ai pu le faire tout ce temps. J'ai juste choisi de ne pas le faire. » Marlowe croisa le regard de Vanessa fermement. « J'ai essayé d'éviter ça, Vanessa. Toute l'année. Mais tu n'as pas voulu que ça se termine. Tu as continué à pousser et pousser jusqu'à ce que tu me forces à te montrer qui je suis vraiment. »« Qu'est-ce que tu es ?» chuchota Ambre. « Quelqu'un avec qui vous n'auriez pas dû jouer. » La foule qui s'était rassemblée grandissait. D'autres élèves, attirés par l'agitation, certains venus de l'intérieur du lycée. Marlowe pouvait voir Monsieur Henderson, son professeur de calcul, se frayer un chemin pour voir ce qui se passait. Elle devait en finir avant que l'intervention d'un adulte ne complique les choses. « Vanessa, » dit clairement Marlowe, « tu as un choix. Maintenant, pars, laisse-moi tranquille. Arrête de harceler les gens parce que tu finiras par t'en prendre à quelqu'un qui ne peut pas se défendre et quelqu'un d'autre devra intervenir. » « Ou quoi ?» Mais la voix de Vanessa manquait de sa confiance habituelle. « Où je démontre exactement à quel point je me suis retenu. Combien de façons je connais de te faire arrêter, et crois-moi, il y en a beaucoup, et aucune d'entre elles n'est quelque chose que tu veux expérimenter. » Cela aurait dû se terminer là. Marlowe avait donné à Vanessa une porte de sortie, une chance de préserver une certaine dignité et de partir. Une personne intelligente l'aurait saisie. Mais toute l'identité de Vanessa était liée au fait d'être incontestable, et elle ne pouvait accepter cette démonstration publique de sa faiblesse. Alors Vanessa fit la pire chose possible. Elle sortit son téléphone, prit une photo de Marlowe et dit « Tu vas regretter ça. Je vais m'assurer que tout le monde sache ce que tu es, une psychopathe violente qui nous a attaqués sans raison. Mon père te fera expulser, arrêter, tout ce qu'il faudra. » Et c'était la limite. Le moment où la patience de Marlowe s'était finalement complètement épuisée. « Non, dit Marlowe doucement, tu ne le feras pas. Parce que tout le monde ici a vu ce qui s'est passé. Tout le monde ici te regarde me harceler depuis des mois. Tout le monde ici sait exactement qui a commencé ça et pourquoi. Et si tu essaies de déformer les faits, si tu essaies d'utiliser l'argent de ton père pour transformer ça en quelque chose que ce n'est pas, alors j'arrête d'être gentille dans la façon dont je me défends. » Elle s'avança alors, comblant la distance entre elles jusqu'à ce qu'elle soit directement dans l'espace de Vanessa. Sans la toucher, sans la menacer, juste présente d'une manière qui rendait son point de vue clair. Vanessa recula instinctivement et ce seul pas en arrière disait tout. Elle avait peur maintenant, vraiment peur, face à quelqu'un qui n'était pas intimidé par son argent, sa position ou quoi que ce soit d'autre à son sujet. « Tu m'as coupé les cheveux, » dit Marlowe doucement. « Tu m'as humilié devant tout le lycée. Tu as passé des mois à me rendre la vie misérable. Et je t'ai laissé faire parce que je pensais qu'éviter le conflit était la bonne chose à faire. Mais tu sais ce que j'ai réalisé ? Éviter le conflit ne fonctionne pas quand l'autre personne est déterminée à le créer. Parfois, il faut montrer aux gens qu'il y a des conséquences.
Je vais, commença Vanessa. Tu ne feras rien. Tu vas t'excuser. Maintenant. Devant tout le monde. Pour tout ce que tu as fait. Et puis tu me laisseras tranquille, et tu laisseras tranquille toutes les autres personnes que tu as tourmentées, et tu apprendras à être un être humain décent. Ou quoi? Marlowe laissa sa posture changer, juste légèrement. Le poids plus uniformément réparti, les mains se levant juste d'une fraction. Tout dans son langage corporel se mit soudain à paraître dangereux pour quiconque y prêtait attention, et tout le monde y prêtait attention maintenant. Ou j'arrête de faire preuve de retenue. Et crois-moi, Vanessa, tu ne veux pas voir à quoi ça ressemble. Le parking était absolument silencieux. Monsieur Henderson avait atteint le bord du cercle mais n'était pas intervenu. Peut-être parce qu'il pouvait voir que malgré tout, Marlowe n'avait pas réellement commencé une bagarre. Elle s'était défendue, précisément et proportionnellement contre des personnes qui l'avaient attaquée en premier. C'était légal, c'était justifié, c'était de la légitime défense. Vanessa regarda autour d'elle, cherchant clairement du soutien, mais aucune de ses amies ne croisait son regard. Elles avaient toutes vu de quoi Marlowe était capable maintenant. Elles avaient toutes senti le changement dans les dynamiques de pouvoir. Quelle que soit l'emprise que Vanessa avait eue sur elle par la peur ou la manipulation sociale, elle avait été brisée par la simple démonstration qu'elle n'était pas la personne la plus dangereuse dans la pièce. « Ce n'est pas juste », dit Vanessa et incroyablement, sa voix se brisa. Une véritable émotion transparaissant pour la première fois. « Tu n'es pas censé, tu ne peux pas juste… »« Ne peux pas juste quoi ? Me défendre ? Avoir des compétences que tu ne connaissais pas ? Refuser d'être ta victime plus longtemps ?» Marlowe secoua la tête. « Tu as créé ça, Vanessa. Tu as poussé quelqu'un que tu ne connaissais pas jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de riposter. C'est de ta faute. » Et puis, à la surprise sincère de Marlowe, Vanessa se mit à pleurer. Pas des pleurs théâtraux destinés à manipuler, mais de vraies larmes de frustration, de peur et de la prise de conscience écrasante qu'elle avait gravement mal calculée. Son armure de confiance soigneusement construite s'était brisée, et en dessous, il n'y avait qu'une adolescente qui avait utilisé la cruauté pour masquer ses propres insécurités. « Je suis désolée », chuchota Vanessa, puis plus fort, en regardant la foule, « Je suis désolée, d'accord ? Je suis désolée de t'avoir coupé les cheveux, de t'avoir harcelé, pour tout. Juste s'il te plaît. » Elle regarda Marlowe avec quelque chose comme du désespoir. « S'il te plaît, ne me fais pas de mal. » Et voilà. Le moment vers lequel Marlowe se dirigeait inconsciemment depuis décembre. Le moment où elle avait tout le pouvoir, tout le contrôle, où elle pouvait infliger la conséquence qu'elle voulait et tout le monde le comprendrait comme justifié. Elle pouvait humilier Vanessa comme elle avait été humiliée. Pouvait démontrer ses compétences plus en profondeur, pouvait mettre Vanessa au sol et la faire se sentir impuissante et petite. Pouvait devenir tout ce qu'elle avait essayé de ne pas être, pouvait laisser la vieille colère et le vieil entraînement se combiner en quelque chose qui satisferait ce profond désir de vengeance. La voix de Maître Chen résonna dans sa mémoire. Le véritable artiste martial cherche à éviter le conflit, à protéger plutôt qu'à nuire. Quand vous devez vous battre, vous vous battez avec précision et retenue. Une victoire sans honneur n'a aucun sens. Une victoire sans humanité est une défaite. Marlowe regarda Vanessa pleurer devant tout le monde, vit le masque complètement arraché et ressentit de la pitié, et peut-être de la compréhension. Car Marlowe n'avait-elle pas elle-même passé des années à se cacher derrière un masque? N'avait-elle pas vécu en étant quelqu'un qu'elle n'était pas, dissimulant sa vraie nature par peur? Vanessa était terrible, avait été cruelle et vicieuse et méritait des conséquences. Mais debout là, sur ce parking, avec les téléphones qui enregistraient, les élèves qui regardaient et les professeurs qui intervenaient enfin, Marlowe réalisa que la meilleure conséquence n'était pas la violence ou la vengeance.
C'était une miséricorde avec laquelle Vanessa devrait vivre, un pardon qui la hanterait plus que n'importe quelle raclée ne le pourrait. « J'accepte tes excuses », dit clairement Marlowe. Et puis, plus doucement, juste pour Vanessa, « Mais tu as besoin d'aide, le genre d'aide qui ne concerne pas l'argent, le pouvoir ou le fait de blesser les autres. Quoi que ce soit qui t'ait rendu ainsi, tu dois t'en occuper. » Vanessa hocha la tête, pleurant toujours, incapable de parler. Monsieur Henderson intervint enfin, séparant tout le monde, demandant ce qui s'était passé. Plusieurs élèves offrirent immédiatement des explications, toutes corroborant la même histoire de base. Vanessa et ses amis avaient encerclé Marlowe, l'avaient menacé, avaient attaqué en premier. Marlowe n'avait fait que se défendre. Les vidéos sur les téléphones de tout le monde le prouveraient. Dans le bureau du proviseur par la suite, avec les parents appelés et les dépositions prises, l'administration n'eut d'autre choix que de reconnaître ce qui s'était passé. Trop de témoins, trop de preuves. Même l'argent de M. Keller ne pouvait pas le déformer en quelque chose que ce n'était pas. Vanessa reçut une semaine d'exclusion pour agression. Ses amis qui avaient participé eurent diverses conséquences. Et Marlowe fut blanchi de tous méfaits, ses actions officiellement reconnues comme de la légitime défense. « Vous avez fait preuve d'une retenue remarquable », dit le proviseur Morris en privé, une fois tout réglé. « La plupart des gens dans cette situation auraient fait beaucoup plus de dégâts que vous. » « Je n'essayais de blesser personne, » dit Marlowe honnêtement. « J'essayais juste de faire en sorte que ça s'arrête. » « Eh bien, vous avez réussi. Je ne pense pas que mademoiselle Keller vous importunera à nouveau. Et je soupçonne que l'atmosphère à Jean Jaurès pourrait être différente à l'avenir. » Il avait raison. Les répercussions de l'incident du parking s'étaient propagées à travers l'écosystème social de Jean Jaurès comme une pierre jetée dans l'eau calme. Marlowe n'était pas soudainement devenue populaire, elle n'avait jamais voulu cela. Mais la cruauté désinvolte qui avait caractérisé une grande partie de la culture de l'école s'était nettement atténuée. Les élèves qui avaient été harcelés trouvaient leurs bourreaux soudainement moins confiants, moins assurés que leur comportement resterait impuni. Plusieurs personnes avaient approché Marlowe dans les jours qui suivirent l'incident. Certaines pour la remercier d'avoir tenu tête à Vanessa, d'autres pour s'excuser de ne pas être intervenues lorsqu'elles avaient vu Marlowe se faire harceler, d'autres encore juste pour demander où elle avait appris à se battre comme ça, si elle pouvait leur apprendre, si elle donnait des leçons. Elle avait répondu poliment mais vaguement, ne voulant pas devenir connue comme la fille des arts martiaux, pas plus qu'elle n'avait voulu être connue comme cette victime. Elle était juste Marlowe, juste une personne essayant d'exister en paix, qui se trouvait avoir des compétences qu'elle préférait ne pas utiliser, mais qu'elle utiliserait si nécessaire. La conversation la plus inattendue vint de Camille Jang, qui avait trouvé Marlowe à la bibliothèque pendant le déjeuner 2 semaines après l'incident. « Je peux te parler ?» avait-elle demandé avec hésitation. Marlowe avait levé les yeux de son livre. Dostoïevski, cette fois, parce que lorsque le monde était compliqué, la littérature russe le rendait en quelque sorte plus supportable. Bien sûr, Camille s'était assise en face d'elle, l'air mal à l'aise. Je voulais m'excuser. Pour tout. Pour avoir suivi Vanessa, pour avoir participé à ton harcèlement, pour ne pas l'avoir arrêtée quand elle prévoyait de te couper les cheveux. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Demanda Marlowe, sans méchanceté. Tu t'es excusé. Je l'accepte. Ce qui se passe maintenant dépend de toi. Je ne sais pas comment être différente. Vanessa était... Camille chercha ses mots. Elle donnait un sens à tout. Genre, si tu faisais partie de son groupe, tu avais une place. Tu comptais? Sans ça, je ne sais pas qui je suis censé être. Alors peut-être que c'est une chance de le découvrir, sans avoir besoin de blesser les autres pour avoir l'impression de compter. Camille avait hoché la tête lentement. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es vraiment courageuse. Et je suis désolé qu'il ait fallu que tu te défendes physiquement pour que je réalise que ce que nous faisions était mal.
Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Elles avaient parlé un peu plus, prudemment, deux personnes essayant de trouver une sorte de compréhension à travers un fossé créé par des mois de cruauté. Ce n'était pas de l'amitié, ça ne le serait probablement jamais, mais c'était quelque chose de plus humain que ce qui avait précédé. Vanessa elle-même était une autre histoire. Elle était revenue de son exclusion visiblement changée, plus silencieuse, moins sûre de sa place dans le monde. Elle évitait complètement Marlowe, déjeunant à des heures différentes, empruntant des itinéraires différents dans les couloirs. Ses amies, anciennes amies peut-être, s'étaient largement éloignées, ne trouvant plus de sécurité ou d'avantage à sa proximité. 3 semaines après l'incident, Marlowe avait trouvé un mot dans son casier, juste un morceau de papier, plié, avec Marlowe, écrit à l'extérieur d'une écriture soignée. À l'intérieur, il était écrit « Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. Je sais que je ne mérite pas ton attention. Mais je voulais que tu saches que je vois un thérapeute maintenant. Mes parents m'y ont forcé après l'exclusion. Mais j'essaie vraiment de m'y investir. Elle m'aide à comprendre certaines choses sur pourquoi j'étais comme j'étais. Sur mon père qui n'est jamais satisfait de ce que je fais. Sur le sentiment que je devais contrôler les autres parce que je ne pouvais rien contrôler dans ma propre vie. Rien de tout cela n'excuse ce que je t'ai fait. Rien ne l'excuse. Mais je voulais que tu saches que j'essaie d'être meilleur. Pas pour toi. Je n'attends ni pardon, ni amitié, ni rien de toi, juste pour moi-même, pour que je puisse peut-être être quelqu'un que je ne déteste pas quand je me regarde dans le miroir. Merci de ne pas m'avoir détruite quand tu aurais pu. Je n'oublierai jamais cette miséricorde. Vanessa. Marlowe avait lu le mot 2 fois, puis l'avait glissé dans son sac à dos. Elle n'avait pas répondu. Peut-être qu'elle le ferait un jour, ou peut-être que le mot lui-même était une réponse suffisante. La reconnaissance qu'elle l'avait reçue, que les tentatives de croissance de Vanessa étaient notées même si elles ne changeaient pas le passé. Sa relation avec Adrien avait évolué à travers tout cela. La crise avait clarifié quelque chose qui se construisait depuis novembre. Après l'incident du parking, une fois que tout s'était calmé, il l'avait invité au bal d'hiver qu'ils avaient tous deux prévu de sauter auparavant. « Je veux dire, si tu veux », avait-il ajouté rapidement. Sans pression. J'ai juste pensé, après tout, que ce serait bien de faire quelque chose de normal. Quelque chose qui nous concerne, nous, pas tout le reste. Marlowe avait réfléchi. Elle n'était jamais allée à un bal de lycée, ne s'était jamais imaginée comme le genre de personne qui faisait ce genre de choses, mais peut-être que c'était le but. Peut-être qu'une partie de la reconquête de sa vie signifiait faire des choses qu'elle pensait auparavant ne pas être pour elle. « J'aimerais bien », avait-elle dit, « mais je n'ai rien à me mettre. » Moi non plus. On peut trouver ça ensemble. Le bal avait été tout ce que les bals de lycée sont censés être. Un gymnase surdécoré, une musique médiocre. Des surveillants essayant de faire respecter des règles de distance que personne ne suivait, des élèves vêtus à des degrés divers de tenues de soirée. Marlowe avait trouvé une simple robe noire dans une friperie et Adrien avait emprunté un costume à son frère aîné et ils s'étaient retrouvés devant l'entrée du gymnase, l'air maladroit et nerveux et en quelque sorte exactement juste. Ils avaient dansé, mal. Aucun d'eux n'avait le rythme, et avait parlé et avait volé des moments à l'extérieur quand le gymnase devenait trop chaud et trop bruyant. Sous les étoiles de janvier, avec la musique étouffée par les murs du gymnase et d'autres couples dispersés dans la cour, Adrien l'avait embrassée pour la première fois. C'était doux et hésitant, et parfait dans son imperfection. Quand ils s'étaient séparés, Marlowe s'était surprise à sourire d'une manière qui lui semblait inconnue, comme si son visage avait oublié comment exprimer un bonheur simple et s'en souvenait. « Je t'aime beaucoup », avait dit Adrien. « Pas malgré tout ce qui s'est passé. À cause de qui tu es à travers tout ça. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. »« Je ne suis pas courageuse », avait dit Marlowe. « J'étais juste fatiguée d'avoir peur. » C'est parfois la même chose.
Le reste de l'année scolaire s'était écoulé à une vitesse qui semblait accélérée. De février à juin se comprimant en une séquence de révision pour les examens, de navigation des derniers mois de terminale, de prise de décision sur la suite. Marlowe avait postulé dans des universités, avait écrit une dissertation sur l'identité et la transformation qui avait probablement été trop honnête, mais qui semblait nécessaire. Elle avait été acceptée dans 3 universités avec des bourses décentes, avait choisi celle de l'État qui lui permettrait de rester près de sa mère tout en prenant ses distances avec Jean Jaurès. Adrien avait obtenu sa bourse de basket dans une école de 2e division dans le nord de l'État. Ils avaient parlé de la logistique pour rester ensemble, de la possibilité d'une relation à distance, de savoir s'ils devaient même essayer. Finalement, ils avaient décidé de voir ce qui se passerait. Pas de promesses, pas de pression, juste la compréhension qu'ils avaient traversé quelque chose de significatif ensemble et que cela valait la peine de voir où cela menait. Le dernier jour de cours, Marlowe avait traversé les couloirs de Jean Jaurès pour la dernière fois. Le bâtiment semblait différent maintenant, ou peut-être qu'elle était différente, et que cela changeait la façon dont elle voyait tout. Les mêmes casiers, les mêmes néons, la même architecture institutionnelle. Mais l'atmosphère avait changé. Les élèves la saluaient en passant. Les professeurs souriaient. La cruauté désinvolte qui avait caractérisé une grande partie de l'année s'était atténuée en quelque chose de plus gérable. Elle avait croisé Vanessa sur le parking après les derniers examens. Elles s'étaient toutes les deux arrêtées, incertaines. Le poids de tout ce qui s'était passé pesant entre elles comme une présence physique. « Salut » dit Vanessa doucement. « Salut. »« Alors, on a réussi. »« Ouais. » Une pause gênante. Puis Vanessa avait repris la parole. « Je vais en Californie pour l'université. UC Santa Barbara. Je me suis dit que la distance serait peut-être une bonne chose, un nouveau départ, tu sais. Ça se tient. Je ne vais pas prétendre que nous sommes amis maintenant ou quoi que ce soit. Je sais que nous ne le sommes pas. Mais je voulais dire, tu as changé ma vie. D'une manière étrange et compliquée. Tu l'as probablement sauvée, en fait. Alors merci, je suppose. Marlowe l'avait regardé. Cette personne qui avait rendu des mois de sa vie misérable, qui l'avait poussée à bout, qui l'avait involontairement forcée à se réapproprier une partie d'elle-même qu'elle avait essayé d'abandonner. « Tu as changé la mienne aussi, » dit-elle honnêtement. « Pas comme tu l'avais prévu, mais tu l'as fait. » Vanessa avait hoché la tête, esquissé un petit sourire et s'était éloignée. Marlowe l'avait regardé partir et avait senti quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. Pas du pardon exactement. C'était trop tôt pour ça. Ce serait peut-être toujours trop tôt. Mais de la compréhension peut-être. La reconnaissance que les gens étaient compliqués, que la cruauté venait souvent de la douleur et que tout le monde était capable de changer s'il le choisissait. Adrien attendait près de sa voiture et il s'était rendu à leur endroit habituel dans la cour. Sauf que c'était le soir maintenant, la lumière dorée du crépuscule filtrant à travers les arbres, et ils étaient seuls. Ils s'étaient assis sur le muret, où ils avaient eu tant de déjeuners, où ils avaient construit les fondations de quelque chose qui avait soutenu Marlowe pendant les pires mois. « À quoi tu penses ?» demanda Adrien. « À tout. À quel point je suis différente de septembre, à quel point le lycée est différent. Si tout ça a eu de l'importance. Ça en a eu. » Il lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. « Tu as tenu tête à quelqu'un qui avait besoin qu'on lui tienne tête. Tu as montré aux gens que le silence ne signifie pas la faiblesse. Tu as changé la culture ici d'une manière qui se répercutera longtemps après notre départ. Je voulais juste survivre à l'année. Tu as fait plus que survivre. Tu as gagné. » Marlowe avait réfléchi à ce mot. Gagner. Ça ne ressemblait pas vraiment à une victoire. Gagner impliquait une compétition, impliquait de prendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Ce qu'elle avait fait était différent.
Elle s'était réappropriée, avait tracé une limite et l'avait défendue, avait fait preuve de miséricorde quand la vengeance aurait été plus facile, avait changé non seulement sa situation, mais potentiellement les situations d'autres élèves qui avaient regardé, qui avaient vu ce qui était possible quand on refusait de rester une victime. « Je pense que nous avons peut-être tous les deux gagné, » dit-elle. Vanessa aussi, d'une manière étrange. Elle a une chance maintenant d'être meilleure. C'est une sorte de victoire. Tu es beaucoup plus généreuse que je ne le serais. Je ne suis pas généreuse. Je suis juste fatiguée d'être en colère. Fatiguée de m'accrocher à des choses qui me blessent. Elle s'est excusée. Elle essaie de changer. C'est suffisant. Ils étaient restés là jusqu'à ce que le soleil se couche complètement, jusqu'à ce que le gardien de sécurité du lycée leur dise gentiment qu'ils devaient partir, jusqu'à ce que la soirée de juin se transforme en nuit. Et alors que Marlowe se dirigeait vers la voiture d'Adrien, elle jeta un dernier regard au lycée Jean Jaurès. Le bâtiment était silencieux maintenant, vide d'élèves, juste une structure de briques et de verre, et l'histoire accumulée de tous ceux qui avaient un jour parcouru ces couloirs. Il avait été le théâtre de certains des pires moments de sa vie et de certains des plus transformateurs. Elle était arrivée en septembre en essayant d'être invisible, en essayant de cacher chaque partie dangereuse d'elle-même, convaincue que la survie signifiait se faire petite. Elle partait en juin en ayant appris une vérité différente. La survie signifiait parfois se tenir droite, prendre de la place, refuser de laisser la cruauté des autres définir son existence. Elle pensa à Vanessa, aux mots qui étaient encore dans son sac à dos, à la réalité compliquée que quelqu'un pouvait vous blesser terriblement et être toujours une personne digne de la chance de changer. Elle pensa à tous les élèves qu'elle ne connaîtrait jamais, qui pourraient se retrouver dans des situations similaires, qui pourraient se souvenir de l'histoire de la fille silencieuse, qui avait finalement cessé d'être silencieuse, et qui avait gagné par la retenue plutôt que par la vengeance. Elle pensa à Maître Chen, à son père qui l'avait amenée pour la première fois à ce dojo quand elle avait 9 ans, à sa mère qui avait été terrifiée que former sa fille au combat signifiait créer quelqu'un qui se battrait toujours. Elle pensa à la miséricorde, aux limites et à la différence entre avoir du pouvoir et en abuser. Elle pensa que la véritable force n'était pas de pouvoir blesser les gens, c'était de pouvoir les blesser, mais de choisir de ne pas le faire. Que la victoire la plus difficile n'était pas de vaincre un adversaire, c'était de vaincre la partie de soi qui voulait être cruelle, qui voulait se venger, qui voulait devenir la chose que l'on détestait. Dans la voiture, Adrien démarra le moteur. « On va où ?»« À la maison, » dit Marlowe. Puis elle sourit, réalisant à quel point il était bon de dire ce mot sans peur. « La maison, c'est bien. » Ils traversèrent les rues du soir, passant devant des magasins et des maisons, et toute l'architecture ordinaire d'une vie vécue dans cette petite ville que Marlowe avait été prête à détester, mais dans laquelle elle avait appris à exister. Elle était arrivée avec son passé caché, comme une arme, dans une boîte verrouillée, convaincue que le garder secret était le seul moyen de rester en sécurité. Elle partait avec cette boîte ouverte, l'arme reconnue et contrôlée, le secret révélé, mais d'une manière qui lui avait rendu son pouvoir plutôt que de la rendre dangereuse. Elle avait appris, au cours de ces mois à Jean Jaurès, ce que son père avait essayé de lui enseigner lorsqu'il l'avait amené pour la première fois chez Maître Chen. Que les arts martiaux n'étaient pas une question de combat, ils étaient une question de compréhension. Comprendre son corps, comprendre l'espace, le timing et l'effet de levier, comprendre comment se défendre sans détruire, comment gagner sans brutalité. Et plus important encore, comprendre que le but de tout cet entraînement n'était pas de blesser les gens, c'était de ne jamais avoir à les blesser, d'être si clairement capable que l'on n'avait jamais besoin de le prouver. « Tu es silencieuse », observa Adrien. « Je pense juste à la suite. » L'université. Nouvelle ville pour moi, nouveau campus pour toi. Essayez de comprendre ce truc entre nous. Ouais.
Elle serra sa main. « Mais je suis prête. Pour tout, quoi qu'il arrive. » Et elle l'était, prête d'une manière qu'elle n'avait pas été en septembre, quand elle était entrée dans Jean Jaurès, en portant le poids de Marseille, des promesses et d'un passé qu'elle avait désespérément voulu laisser derrière elle. Elle avait appris qu'on ne pouvait pas laisser son passé derrière soi. Il était toujours là, faisant partie de qui on était. La question était de savoir si on le laissait nous contrôler ou si on l'intégrait, l'utilisait, lui permettait d'informer la personne que l'on devenait. Les cheveux que Vanessa avait coupés avaient repoussé de quelques centimètres, bien que Marlowe ait décidé de les garder courts. Elle aimait leur apparence, leur sensation, la façon dont ils changeaient la forme de son visage en quelque chose de plus fort. La preuve physique que parfois ce que quelqu'un entendait comme une destruction pouvait devenir une transformation. Elle avait survécu à la destruction. Elle était devenue quelque chose de différent à travers elle. Et elle l'avait fait sans perdre son humanité, sans devenir cruelle, sans trahir la promesse qu'elle avait faite à la mémoire de son père. Elle s'était défendue quand il le fallait, avait fait preuve de miséricorde quand elle le pouvait, avait été à la fois l'arme et la personne choisissant de ne pas l'utiliser. Et dans cet équilibre, dans cette tension entre la capacité et la retenue, elle avait trouvé quelque chose comme la paix. Pas une paix parfaite. Le monde était trop compliqué pour cela. Mais le genre de paix qui vient du fait de se connaître complètement, d'intégrer toutes les parties que l'on a essayé de cacher, de se tenir droite, de prendre de la place et de refuser de s'excuser d'exister. Alors qu'ils arrivaient devant son immeuble, Adrien se tourna vers elle. « Hé, Marlowe, ouais? Je suis vraiment content d'avoir été assis à côté de toi en littérature. Je suis vraiment content d'avoir appris à te connaître. Toi, entièrement. » Elle se pencha et l'embrassa doucement et avec gratitude. « Moi aussi, Adri. Moi aussi. » À l'intérieur, sa mère était à la maison pour une fois, assise à la table de la cuisine avec des papiers étalés. Elle leva les yeux quand Marlowe entra, et quelque chose dans son expression s'adoucit. « Dernier jour. Dernier jour. Comment te sens-tu » Marlowe réfléchit à la question, lui accorda le poids qu'elle méritait. « Bien, dit-elle finalement. Différemment de ce que je m'attendais à ressentir, mais bien. Ton père serait fier de toi, de la façon dont tu as géré tout ça cette année, de la façon dont tu es resté fidèle à ce qu'il t'a appris. Merci, maman. » Marlowe hésita, puis ajouta. « Je suis désolé de t'avoir fait peur, à Marseille, et puis de t'inquiéter que la même chose se produise ici. » Sa mère se leva, contourna la table, attira Marlowe dans ses bras. « Tu n'as rien à te reprocher, tu t'es défendu, tu m'as défendu. Tu as fait exactement ce que tu devais faire, les 2 fois. J'avais peur, parce que le monde n'est pas toujours juste envers les gens qui refusent d'être des victimes. Mais tu as su naviguer, et je suis fier de toi, et ton père serait fier aussi. » Elles restèrent là un long moment, mère et fille, se tenant l'une à l'autre dans l'appartement silencieux, tandis qu'à l'extérieur, la soirée de juin s'installait dans une obscurité confortable. Marlowe sentit la tension qu'elle avait portée pendant des mois, des années peut-être, se relâcher enfin de ses épaules. Elle avait survécu au lycée Jean Jaurès, avait survécu à Vanessa Keller et à la cruauté désinvolte des dynamiques sociales adolescentes et à l'horreur particulière d'être ciblée simplement pour exister. Elle avait survécu en étant forte quand il le fallait et miséricordieuse quand elle le pouvait, en s'accrochant à son humanité même quand il aurait été plus facile de la laisser partir, en comprenant que la vraie victoire ne consistait pas à dominer son adversaire, elle consistait à rester fidèle à soi-même face à la pression d'être quelque chose que l'on n'était pas. Elle était arrivée à Jean Jaurès en se cachant. Elle partait visible, reconnue, comprise. Et bien que cette visibilité ait eu un coût, bien qu'il y ait des cicatrices à la fois physiques et psychologiques qu'elle emporterait avec elle, elle avait aussi gagné quelque chose d'inestimable. La preuve qu'elle pouvait se défendre sans se perdre dans le processus. Dans sa chambre plus tard, en déballant son sac à dos du dernier jour,
Marlowe retrouva le mot de Vanessa. Elle le relut une dernière fois, puis le glissa dans une boîte de choses qu'elle garderait de cette année. Non pas parce qu'elle voulait se souvenir de la douleur, mais parce qu'elle voulait se souvenir de la transformation. Voulait la preuve que les gens pouvaient changer, que la miséricorde pouvait avoir de l'importance, que choisir de ne pas être cruel était une victoire en soi. Elle se regarda dans le miroir, même visage, mêmes yeux, même personne qui avait franchi les portes de Jean Jaurès 9 mois plus tôt, sauf que ce n'était plus du tout la même, plus forte maintenant, plus intégrée, ne cachant plus des parties d'elle-même par peur, ne faisant plus semblant d'être impuissante alors qu'elle savait exactement de quoi elle était capable. Elle pensa aux autres élèves, encore à Jean Jaurès, ceux qui avaient observé son parcours. Pensa au message qu'elle avait involontairement envoyé, qu'il ne fallait pas accepter d'être harcelé, qu'on pouvait se défendre, qu'avoir le pouvoir de blesser quelqu'un et choisir de ne pas le faire était la plus haute forme de force. Peut-être que certains d'entre eux s'en souviendraient. Peut-être que lorsqu'ils feraient face à leur propre Vanessa, ils trouveraient leur propre moyen de tracer des limites et de les défendre. Et peut-être que Vanessa, en Californie, deviendrait réellement la personne qu'elle essayait d'être. Apprendrait que l'argent de son père ne pouvait pas lui acheter une identité, que le vrai pouvoir venait du caractère plutôt que de la cruauté. Comprendrait, un jour, que le plus grand cadeau que Marlowe lui avait fait n'était pas la raclée qu'elle aurait pu lui infliger. C'était la miséricorde qu'elle avait choisie à la place. Marlowe s'allongea dans son lit cette nuit-là, écoutant les bruits ordinaires de son immeuble, pensant à l'avenir, l'université à l'automne, de nouvelles personnes, de nouveaux défis, de nouvelles occasions de se définir. Elle ne cacherait plus son entraînement. Cette leçon avait été bien apprise, mais elle n'en ferait pas non plus la publicité. C'était juste une partie de qui elle était, intégrée de manière transparente à tout le reste. Elle pensa à Adrien, à leur avenir incertain, à savoir s'il durerait pendant l'université ou s'il s'éloignerait comme les gens le font. Quoi qu'il arrive, elle serait reconnaissante pour ce qu'il lui avait donné, de la gentillesse quand elle en avait besoin, du soutien quand elle était seule, et la preuve que tout le monde n'était pas cruel, qu'il y avait des gens bien dans le monde qui valaient la peine de se battre pour les protéger. Elle pensa à Maître Chen, se demanda s'il avait entendu parler de ce qui s'était passé, si la communauté des arts martiaux était assez petite pour que la nouvelle se soit répandue. Elle devrait l'appeler, décida-t-elle. Le remercier non seulement pour les techniques, mais pour la philosophie qui les sous-tendait, pour lui avoir appris que le but de tout cet entraînement était de ne jamais avoir à l'utiliser. Que le but ultime était la paix, mais une paix soutenue par la certitude absolue que l'on pouvait se défendre si nécessaire. Alors que le sommeil l'emportait, la dernière pensée consciente de Marlowe fut simple et profonde. Elle avait survécu. Plus que survécu, elle s'était transformée, avait pris les pires mois de sa vie et les avait utilisés pour devenir quelqu'un dont elle était sincèrement fière, quelqu'un qui pouvait être à la fois fort et doux, capable et gentil, à la fois une guerrière et une personne qui choisissait la paix chaque fois que possible. Elle avait tenu tête à ses harceleurs, non pas en devenant comme eux, non pas en embrassant la cruauté ou la vengeance, mais en refusant simplement d'être une victime plus longtemps, en traçant une ligne et en la défendant, en faisant preuve de miséricorde quand la vengeance aurait été plus facile, en prouvant que la vraie force ne résidait pas dans la domination, elle résidait dans la retenue, dans le fait d'être assez puissant pour ne jamais avoir besoin de le prouver, et dans cette compréhension, dans cet équilibre entre la capacité et l'humanité, Marlowe avait trouvé quelque chose qui la soutiendrait bien au-delà du lycée, bien au-delà de cette petite ville, loin dans l'avenir qu'elle choisirait de créer. Elle s'était trouvée, entière, intégrée et sans peur, prête pour la suite, sachant qu'elle pouvait y faire face, qu'elle avait toujours été capable d'y faire face, que la force avait toujours été là en elle, attendant le moment où elle cesserait enfin de se cacher et entrerait dans sa pleine existence.
Elle était Marlowe Crane. Elle avait été harcelée, s'était défendue et avait gagné en faisant preuve de miséricorde. On l'avait coupée et elle avait repoussé plus forte. On l'avait mise à l'épreuve et elle avait prouvé, à elle-même plus qu'à quiconque, qu'elle était exactement aussi forte qu'elle devait l'être, ni plus ni moins, juste ce qu'il fallait. Et ça, finalement, c'était suffisant.